Moi j'ai fait des études de droit. J'ai un master 2 de droit privé, un master 2 de droit européen, communautaire européen. Et je me destinais à la profession d'avocat. J'ai passé le concours, je l'ai réussi. Et puis je suis parti faire mon service militaire, comme c'était le cas à l'époque. En sortant de ce service militaire, il y a un ami qui m'a demandé de venir travailler pour une association qui s'occupait de la défense des intérêts des mineurs. Je donne le micro pour qu'ils entendent. D'accord, oui, qui s'occupait de la défense des intérêts des mineurs victimes. Donc j'ai œuvré en tant que juriste à la défense de mineurs victimes d'infractions graves pendant 1 an et demi. Et puis je m'apprêtais à rentrer à l'école du barreau. Et puis un ami m'a proposé de passer le concours. Il voulait y aller, le concours gendarmerie. Donc je l'ai passé avec lui, puis je l'ai réussi. Donc je me suis dit qu'on allait voir ce que c'était. J'étais un citadin, donc je connaissais assez peu la gendarmerie. J'y suis allé en me disant que c'était une expérience et que si ça ne me plaisait pas, je pourrais toujours retourner à un autre uniforme. Et puis je suis rentré en gendarmerie, et en gendarmerie c'est encore plus simple pour les officiers. On change de métier tous les 4 ans. Complètement. Donc ça nous impose d'être en permanente réflexion et en permanente remise en question sur notre avenir professionnel. Pour vous donner un exemple sur le mien, qui est un parcours relativement typique, ça fait maintenant presque 20 ans que je suis en gendarmerie. En sortant des 2 ans d'école d'officier, je suis arrivé à la garde républicaine, où j'ai servi pendant 4 ans à la sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc je protégeais les sénateurs, les députés et les bâtiments du Sénat et de l'Assemblée. J'avais une 40aine de gendarmes avec lesquels on allait à tour de rôle surveiller ces bâtiments-là. Ça m'a relativement amusé pendant un certain temps, et puis j'ai eu envie de faire autre chose. Et puis ça tombait bien parce qu'on m'a dit au bout de 3 ans qu'il fallait faire autre chose, puisque chez nous c'est la règle. Et moi ce qui m'intéressait, c'était de faire de la police judiciaire, de faire de la police judiciaire à un certain niveau. Donc je me suis spécialisé, je suis retourné à la fac. J'ai passé un nouveau master 2 spécialisé en délinquance économique et financière et en criminalité organisée liée à cette thématique-là. J'ai ensuite intégré une section de recherche qui est en gendarmerie, l'unité qui traite des crimes et des délits les plus importants. Et là, je suis rentré dans un univers totalement différent, puisque j'ai pu traiter d'homicide, de braquage, de grandes délinquances financières aussi, puisque c'était ma spécialité. J'ai même croisé des pirates. Donc vous voyez, les gens qui avaient détourné le Ponant à l'époque, je ne sais pas si ça vous parle, et qui avaient été les Somaliens qui avaient été rapatriés en France. Ensuite de quoi j'ai été nommé à la tête d'un service de sécurité publique. Donc pendant 4 ans, j'ai commandé 200 gendarmes sur le secteur de Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise. Donc un secteur périurbain dit sensible. Où là, au lieu de faire ce que je faisais auparavant, c'est-à-dire m'occuper du spectre le plus élevé des infractions, là c'est l'infraction de voie publique, c'est ce qui touche le citoyen au pied levé, enfin dans la délinquance quotidienne, les cambriolages, les atteintes aux personnes, les violences, etc. Donc ça pendant 4 ans, sur une unité extrêmement chargée, difficile. Et puis, au bout de ces 4 ans, on m'a dit, voilà, maintenant, on va encore changer. Donc, j'ai intégré l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique, qui me ramenait à mon passé en matière de police judiciaire, et où, pendant la première année, j'étais rattaché directement au chef d'office, comme collaborateur. Et puis, notre conseiller sport est parti. Il s'appelait Benoît Germain. C'était un des grands spécialistes du dopage en France, à mon sens. Quelqu'un avec des connaissances extrêmement étendues sur le sujet. Il a rejoint son ancienne maison. Il est retourné au ministère des Sports, dans une direction départementale à Orléans, et maintenant il est au CREPS de Poitiers. Et puis pendant 1 an, il n'y a pas eu de conseiller sport. Donc on m'a dit, il va falloir que tu t'intéresses au dopage. Donc je me suis intéressé au sujet, j'ai beaucoup creusé, et c'était absolument nécessaire parce qu'on était dans une période charnière où le ministère remettait en place les conseillers interrégionaux antidopage, et donc il y avait de grands chantiers en la matière. Et puis ensuite, on a recruté en tant que conseiller technique sport quelqu'un au profil un petit peu atypique, qui est Damien Ressiot,
qui maintenant est directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Et parcours atypique puisque c'est un journaliste de l'équipe qui avait beaucoup travaillé sur le dopage, notamment l'affaire Armstrong, dans beaucoup d'autres affaires également. Et lui avait de grandes connaissances en matière de dopage, des contacts un petit peu partout. En revanche, il ne connaissait pas du tout le monde judiciaire et le monde policier. Donc j'ai continué à travailler avec lui pendant toute cette période. J'ai pris d'autres responsabilités au sein de l'office, mais j'ai continué à m'intéresser et à me passionner pour le dopage, parce que c'est un sujet qui est vraiment passionnant, surtout quand on veut se donner la peine d'essayer d'en comprendre les rouages. Et puis maintenant, on a un nouveau conseiller technique dopage au sein de l'office, qui est Jean Savarino, qui est un ancien de la maison, de chez vous, et que j'accompagne également dans ses premiers pas au sein du ministère de l'Intérieur, puisque même si on a ce socle commun qui est le socle commun de tous les fonctionnaires, de la fonction publique, de cet attachement aux valeurs de la fonction publique et de la République, il y a dans chacune de nos administrations des rouages particuliers, un fonctionnement particulier, un vocabulaire particulier. Et pour Jean, c'était le grand saut dans l'inconnu. Donc j'essaye de l'accompagner de mon mieux dans cette nouvelle expérience. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Donc pour nous, c'est un renouvellement tous les 4 ans. Dans 2 ans, je ne sais pas où je serai. Je ferai certainement encore un autre métier. C'est ce qui fait à la fois la force et puis parfois la faiblesse de notre métier. C'est qu'il faut, une fois qu'on est vraiment compétent dans un domaine, il faut accepter de sortir de sa zone de confort, de son périmètre, et d'aller affronter de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Alors l'Office central... on va partir du plus large pour aller au plus précis. Au ministère de l'Intérieur, vous avez 2 grandes forces de sécurité. La police nationale, la gendarmerie nationale. La police nationale, c'est à peu près 140 000 fonctionnaires. La gendarmerie, 100 000 militaires. La police nationale s'occupe des agglomérations. C'est très schématique ce que je vous dis, hein, mais ça permet de situer un peu le débat. La police nationale s'occupe des agglomérations, les agglomérations de plus de 20 000 habitants, normalement. Et la gendarmerie, les zones rurales. Ce qui aboutit à ce que la police soit compétente sur à peu près 5% du territoire, 5% du territoire qui regroupe 50% de la population, et les 2/3 des infractions. Et la gendarmerie qui couvre les 95% restants, avec également 50% de la population, et environ un gros tiers des infractions commises en France. Ces 2 forces de police ont exactement les mêmes compétences. Elles peuvent faire exactement les mêmes choses. Simplement, il y a la zone de compétences qui diffère. Et l'organisation interne. La gendarmerie est organisée de façon pyramidale. Chaque unité est compétente pour tous les types de délits. Et ça remonte jusqu'aux unités les plus importantes, donc au niveau du canton, au niveau de l'arrondissement, du département, de la région et au niveau national. La police, elle, est organisée un petit peu différemment, dans une organisation qu'on appelle en tuyau d'orgue, c'est-à-dire qu'elle a des compétences métiers et une direction propre à chacune de ses compétences métiers. Les compétences métiers, c'est la sécurité publique, c'est la police judiciaire, c'est le renseignement. Voilà. Et en haut de cette pyramide, en tout cas pour ce qui concerne la police judiciaire, vous avez les offices centraux. Les offices centraux, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont compétents sur l'intégralité du territoire, français et territoire d'outre-mer. En revanche, la contrepartie de cette compétence territoriale nationale, c'est que cette compétence ne peut s'exercer que sur une thématique. Donc le ministère de l'Intérieur a créé des offices centraux. Alors pourquoi ? Généralement parce que les pouvoirs publics avaient détecté que dans un domaine, il fallait avoir une unité spécialisée, parce que les unités de terrain n'avaient pas forcément la compétence pour traiter ce type d'infraction, ou parce que ce type d'infraction était d'ampleur nationale et qu'il fallait un service spécial pour les traiter. Le premier office central à avoir été créé date de 1920, c'est les années 20 en tout cas, c'est l'Office central de répression de la fausse monnaie. Ensuite, se sont créés tout un tas d'offices centraux. Alors, vous en connaissez peut-être certains. Il y a l'Office central de répression du crime organisé, de la criminalité organisée, qui avant s'appelait BRI ou BRB, la Brigade de répression du banditisme. Il y a l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Il y a l'Office central de lutte contre la grande délinquance financière. Et tous ces offices donc, sont situés sur la plaque parisienne et sont soit dirigés par des policiers, soit dirigés par des gendarmes. Mais leur particularité, c'est qu'ils sont composés à la fois de gendarmes et de policiers. La gendarmerie, elle, a 4 offices centraux. L'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Donc là, typiquement, ça concerne une délinquance particulière qui est la délinquance des pays de l'Est maintenant.
donc pays baltes, Russie, Roumanie principalement, et en partie la délinquance issue des gens du voyage. L'Office central de lutte contre le travail illégal, bon, bah ça son nom, il parle de lui-même. Et le petit dernier, qui a un nom absolument imprononçable, l'OCLCHGCG, qui est l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Alors ça peut paraître étonnant, il n'y a pas eu de crimes de guerre et de génocide en France depuis quand même quelques années. En revanche, la France abrite des gens qui ont été victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans leur pays d'origine et qui déposent plainte en France. Donc ça crée la naissance d'un contentieux. Et la France abrite également des criminels de guerre, des gens qui se sont rendus coupables de crimes contre l'humanité dans leur pays d'origine, typiquement le Rwanda. Et donc il y a une unité qui est spécialisée dans le recueil et le traitement des plaintes de ces victimes et dans la recherche de ces auteurs qui seraient réfugiés, donc, pour certains, en France. Et puis le mien, mon office, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique. C'est un office central qui a été créé en 2004, donc relativement récent, et qui avait pour vocation à répondre à un manque. Les autorités publiques, judiciaires, policières et politiques avaient constaté que dans les années 80-90, on a eu une succession de grands scandales en matière d'environnement et de santé publique, et que c'était des scandales retentissants, très médiatisés, portant sur des sujets extrêmement techniques et pour lesquels aucune unité de police ou de gendarmerie et peu de magistrats étaient capables de répondre. Alors, on a tous en tête un certain nombre de grandes affaires, hein, comme les grands naufrages, les Rika, la Moko Cadix, le TK Bremen, l'affaire du sang contaminé, l'affaire de la vache folle, voilà, toute une série d'affaires qui ont secoué les années 90 et qui ont abouti à la création de cet office, avec pour mission d'animer, de coordonner, d'observer, d'étudier et d'assister les unités dans ces domaines de compétences. Alors on a commencé en 2004 avec 16 policiers et gendarmes. On est aujourd'hui 70 à traiter ce sujet, qu'on a réparti en deux grandes thématiques, comme notre nom l'indique, hein, la santé publique et l'environnement. Et au sein de ces thématiques, on a dégagé des groupes particuliers pour traiter des affaires, pour avoir des enquêteurs spécialisés, plus particulièrement spécialisés dans certains domaines. Donc là, vous avez de gauche à droite les trafics de médicaments qui se sont développés de façon exponentielle durant les 10 dernières années, et particulièrement liés au développement d'Internet. Le dopage, au milieu. Et puis les trafics agroalimentaires, comme par exemple la viande de cheval. La dernière affaire vraiment sensible et médiatique qu'on a traitée dans le domaine, c'est l'affaire Spanghero, par exemple. L'environnement, là encore, plusieurs thématiques. Les déchets, qui est un sujet emblématique et qui va le rester encore pendant longtemps. Le principe, c'est que maintenant, les autorités publiques aspirent à réduire les déchets, et les déchets qui sont produits à les retraiter ou à les valoriser. Donc, typiquement, on va valoriser des choses comme le verre, comme le carton, comme le papier. Et puis, il y a des choses qu'on ne pourra pas valoriser, donc il faudra les détruire. Et vous avez un certain nombre d'entreprises qui vont collecter ces déchets. Et puis, au lieu de les retraiter, ce qui coûte cher, ou de les éliminer, ce qui coûte cher, ils vont les enfouir n'importe où, ou les expédier dans des pays qui n'ont pas les moyens de les refuser, donc l'Afrique ou l'Asie. Donc on a des trafics assez importants en la matière qu'il faut traiter. Le milieu, c'est un peu plus étonnant. Enfin, les gens sont relativement étonnés quand on leur parle de ça chez nous. C'est ce qu'on appelle le contentieux CITES. C'est la protection reconnue par la Convention de Washington des espèces protégées, et pour lequel on est également compétent. Donc typiquement, trois grandes thématiques là-dessus. Les cornes de rhinocéros, les défenses d'éléphants. Alors vous me direz, on n'a pas d'éléphants, on n'a pas de rhinocéros en France. Ben oui. En revanche, on a une grosse communauté africaine, pays d'abattage, et on a une grosse communauté chinoise, pays d'achat.
Donc la France est souvent considérée comme un pays de rebond entre cette zone d'abattage qui est l'Afrique et l'Afrique équatoriale et les pays acheteurs qui sont principalement la Chine. Faut appeler un chat un chat. Et puis troisième grand sujet, c'est l'amiante. L'amiante, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. L'amiante, on en a mis absolument partout en France. On a construit tous nos bâtiments, privés, publics, avec de l'amiante, parce que c'est un excellent matériau, très peu cher, qui protège bien du froid, de la chaleur. C'est relativement facile à fabriquer, donc c'est le matériau magique. En revanche, ce qu'on a oublié en France, c'est ce que tous les pays savaient depuis belle lurette, puisque le premier article sur la dangerosité de l'amiante, c'est 1909. Nous, on a continué à en mettre partout jusque dans les années 80, alors même que quasiment tous les pays du monde avaient abandonné la production et la fabrication et l'installation. L'amiante, quand il vieillit, il se désagrège. Il se désagrège en particules extrêmement fines. Et ces particules, vous ne les voyez pas, elles sont dans l'air, elles sont en suspension. Comme elles sont extrêmement fines, elles restent très longtemps en suspension. Et vous en respirez. Alors, beaucoup plus, effectivement, certainement quand vous êtes dans une usine de production ou d'anciens sites de production, mais aussi dans n'importe quel bâtiment qui a contenu ou qui contient encore de l'amiante. L'amiante, à titre de comparaison, c'est 200 000 morts dans les 30 prochaines années, environ. Une mort particulièrement douloureuse. Avec une maladie typique qui est l'asbestose. Donc beaucoup de dossiers qui ont été traités en matière d'amiante et ça continuera encore pendant longtemps. Ensuite, une deuxième division, qui n'est pas une deuxième division d'ailleurs, qui est seconde de personne, c'est la division appui, c'est celle que je commande, donc c'est forcément la meilleure. Alors l'intelligence, c'est un bien grand mot, il faut l'entendre selon l'acception anglo-saxonne d'intelligence, c'est du renseignement. Donc ma division s'occupe du renseignement au sens large, de la formation, de la veille stratégique. C'est vraiment la spécificité des offices centraux, c'est qu'on va aller chercher un petit peu partout des signaux faibles qui, eux, vont nous donner le sentiment qu'il y a une nouvelle forme de criminalité qui se développe et que ça peut donner lieu à des enquêtes. Typiquement, depuis quelques mois, on s'est aperçu qu'on avait des gens des pays de l'Est qui allaient acheter du collyre dans les pharmacies. Collyre midriaticum. Bon, c'est banal. Les unités de terrain, quand il y a un vol de collyre dans une pharmacie, ils ne vont pas faire un message de 4 km et ils ne vont pas en faire un battage médiatique. Et ça se reproduit un petit peu partout en France. Des vols de collyre ou des achats de collyre sans ordonnance ou avec des fausses ordonnances. Bon. Sauf que le collyre qui est récupéré par ces réseaux criminels, il part en Europe de l'Est et il sert à la composition d'une drogue qui s'appelle le crocodile. J'irai voir sur Internet les effets du crocodile, c'est assez sympa. C'est du crack en plus puissant. Voilà. Et on appelle le crocodile parce qu'il y a une addiction extrêmement rapide et la peau devient un peu scameuse comme les crocodiles et les gens se l'arrachent. Donc ils finissent quasiment écorchés et la mort est généralement assez rapide après les premières prises de crocodile. Donc vous voyez, c'est des petits signaux que nous, il faut collecter. Alors on a des filtres sur toutes les bases de données, police comme gendarmerie, pour capter ces petits signaux et les traduire en termes judiciaires ou policiers. L'évaluation, alors on est 70 mais on n'est que 70 et on nous propose énormément de dossiers. Et donc il faut qu'on fasse un choix sur les dossiers qu'on va traiter ou ceux qu'on va redonner à des unités territoriales, quitte à les conseiller et à les assister pendant leur enquête. Mais on va prendre que les dossiers les plus importants et donc selon tous les dossiers qui nous arrivent, on fait un choix sur ce qu'on va prendre, pas prendre. Et ça, on rentre après en négociation avec les magistrats sur les dossiers qu'on pourra prendre ou pas. Et un groupe relations internationales, GRI, puisque en tant qu'office central, on est le point de contact unique pour les autorités nationales comme internationales. C'est-à-dire que toutes les unités étrangères qui veulent avoir des renseignements sur des Français passent par nous, et toutes les unités françaises qui veulent avoir des renseignements sur les étrangers dans nos domaines de compétences passent par nous également. On s'appuie également sur un réseau international. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Et on est en charge du dopage depuis 2009. Pourquoi est-ce qu'on est en charge du dopage ? Il y a deux conceptions en France de la lutte en matière judiciaire et pénale contre le dopage. Une vision qui est plutôt celle de la police nationale qui assimile le dopage à du trafic de médicaments, enfin les trafics de produits dopants, à du trafic de médicaments, et donc plutôt traité par des unités
chargée de la lutte contre les stupéfiants. Et puis une vision plutôt gendarmerie, et du coup plutôt celle de l'Office central, qui est de considérer le dopage comme un problème de santé publique. Et donc c'est notre vision qui a été retenue. Il faut savoir qu'au départ, à part, enfin, ce que je considère comme un départ, c'est les premières vraiment affaires très emblématiques en matière de dopage, comme Festina en 99, 98-99, sont les unités de police qui étaient saisies, la brigade des stupes parisienne ou l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Et puis on s'est aperçu que c'était pas forcément ce qui avait le plus adapté, parce qu'ils avaient autre chose à faire, qu'il y avait beaucoup d'autres sujets pour eux plus importants. Et donc c'est nous qui avons récupéré ce contentieux en 2009, de façon officielle. Quelques petites affaires qu'on a pu traiter, donc l'affaire Spanghero, le Mediator, les prothèses PIP. Donc on est sur du médicament et sur du dispositif médical. Le TK Bremen, qui est un vraquier qui s'était échoué sur les côtes bretonnes. Et actuellement, quelques gros dossiers emblématiques, l'affaire Volkswagen, sur les calculateurs. Enfin sur les calculateurs qui permettent de réduire les émissions de gaz. Et puis Biotrial, là, qui est un laboratoire d'essai qui testait un médicament portugais pour lequel il y a eu un décès et 4 hospitalisations dans un état grave. Voilà. Je vais maintenant aborder le vif du sujet, le cœur de mon sujet, qui est le dopage. Mais avant de commencer ce sujet, je voulais vous passer un petit film très rapide qui pose bien le débat, en tout cas la façon dont est vu le dopage dans la société civile. Et on a tous une déformation vis-à-vis du dopage, ce qu'on croit en savoir. Et c'est toujours intéressant de se confronter avec ce qui peut se diffuser sur le net et ce que les gens peuvent voir. Tout ce qui est dans ce petit film est à ma connaissance vrai. Et ça marque bien les esprits, c'est assez intéressant. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus faux. Bonjour. Savez-vous quel est le point commun entre un golfeur et un joueur de pétanque? Les bêta-bloquants. Des médicaments parfaits pour ralentir le rythme cardiaque et doper la précision des putters ou des pointers. Car oui, le dopage concerne tous les sports et pas uniquement le Tour de France où, entre 1996 et 2014, 14 vainqueurs sur 19 ont été contrôlés positifs. Pour ça, on peut dire merci à la chimie de synthèse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes de la Royal Air Force prennent le manche chargé d'amphétamine. Elles réduisent la douleur et décuplent le mental. Quelques temps plus tard, dans les années 1950, ces mêmes amphétamines vont permettre aux alpinistes professionnels de conquérir 12 sommets de plus de 8000 mètres autour du globe. Mais même s'il est partout, le dopage est tabou. En 1964, en Allemagne de l'Est, ce sont les services secrets, la Stasi, qui étaient en charge de l'expérimentation des produits dopants. Dans les clubs dynamo, anabolisants et stéroïdes furent testés sur 10 000 sportifs cobayes, patineurs, skieurs, rameurs ou nageurs. La suprématie olympique, ça se mérite. Sauf que le dopage, ça se paye aussi. Dans le championnat de football italien entre 1960 et 1996, sur 400 joueurs décédés, 70 morts seraient liés au dopage, plus de 17%. Sur ce même championnat, le taux de cancer parmi les 24 000 joueurs est 2 fois plus élevé que dans le reste de la population italienne. Dans les années 1990, l'espérance de vie d'un joueur de football américain ne dépassait pas 55 ans. Buvez, éliminez. Mais tout change en 1998 avec le scandale de l'équipe cycliste Festina. Pour lutter contre le fléau, l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, est créée. Son premier président est Dick Pound, un ancien nageur devenu avocat qui a notamment défendu Ben Johnson, reconnu coupable lors de son procès pour dopage suite à son record du monde sur le 100 mètres durant les JO de Séoul en 1988. La réalité, c'est que les dopés ont toujours une longueur d'avance, y compris sur les tests. Entre 1999 et 2003, les laboratoires américains Balco ont réalisé 100 millions de dollars de chiffre d'affaires grâce au THG, un stéroïde dont raffolaient les champions américains et grecs d'athlétisme. Vendu 350 $ la dose, il avait le grand avantage d'être indétectable. Il faudra attendre 2003 et que les inspecteurs du fisc entrent chez Balco armes au poing pour enrayer la machine. Depuis quelques années, les laboratoires anglais Oxford Biomedica proposent des cellules génétiquement modifiées, des OGM, appelées Repoxygène. Elles densifient le sang comme le PO. Sur les 23 laboratoires agréés par l'AMA, seul celui de Cologne est à ce jour capable de les détecter. Les chercheurs devraient aussi monter sur le podium.
Il faut dire que le jeu en vaut la chandelle. Entre 1999 et 2010, en France, la durée des retransmissions sportives à la télévision est passée de 33 000 heures à 100 000 heures. 750 millions d'euros par an entre 2016 et 2020. C'est ce que touchera la Fédération française de football pour les matchs de Ligue 1 et 2. Bien en dessous des 2,3 milliards d'euros par saison du football anglais. En 2014, pour les Jeux Olympiques de Sochi, le CIO a facturé 1,3 million d'euros par jour à France Télévisions. À ce prix-là, le record devient un enjeu crucial. Et ces performances inhumaines sur grand écran créent des vocations. Au début des années 2000, près de 10% des sportifs amateurs reconnaissaient utiliser des produits dopants. Des traces d'anabolisants ont même été détectées chez des enfants de 8 ans. Et, comme chez les pros, les résultats sont au rendez-vous. En 2013, à Sarlat, un jeune espoir du rugby est mort d'un cancer foudroyant à seulement 20 ans. En cause, la créatine qu'il s'injectait sans aucun suivi médical pour augmenter sa masse musculaire. Si l'important est de participer, l'essentiel semble être encore et toujours de l'emporter. Peu importe la seringue, pourvu qu'on ait le record, vivant ou mort. J'ai rien vu de faux en tout cas là-dedans. Il y a des choses qui sont choquantes, mais il n'y a rien de faux. Il y a des assertions. Alors, sur les alpinistes par exemple, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Voilà, ça peut se discuter, ça peut prêter à débat. Mais ça met bout à bout un certain nombre de choses et puis ça permet de se poser quand même quelques questions sur la question. Alors, pour revenir à pour rester dans notre sujet du dopage, je pense qu'avant de commencer à parler de dopage, il faut savoir de quoi on parle. Moi, je reste un juriste. Et donc pour savoir ce que c'est que le dopage, il faut revenir à la définition qui en est donnée par le Code du sport, l'article L232-9 du Code du sport, qui dit que le dopage, c'est l'utilisation de substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété. Donc nous, on va travailler à partir de ce texte-là, qui est notre texte de référence. Donc on parle de substances, on ne parle pas spécialement de médicaments, on parle de substances de toute nature. Vous allez voir que dans le dopage, il y a du médicament, mais il y a aussi autre chose que du médicament. Il y a aussi des procédés qui vont modifier les capacités, mais qui vont aussi les masquer. Je vous en montrerai quelques-uns, qui sont de nature à masquer ces capacités. On parle souvent des diurétiques, mais il n'y a pas que ça. On va le voir. Donc, tout ça, c'est notre texte de base, de référence. Le constat qu'on a pu faire sur les 6 ans depuis lesquels on travaille plus particulièrement sur le dopage, c'est que malheureusement, c'est une réalité qui touche quasiment tous les sports. On en a fait à peu près partout. Alors évidemment, il y a des sports qui sont plus mis en lumière du fait de leur exposition médiatique ou du fait du nombre de contrôlés positifs dans une discipline particulière. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. On a fait des contrôlés, enfin on a travaillé sur des sportifs sur l'haltérophilie, sur le vélo, évidemment le cyclisme on suit ça chaque année. On a même des spécialistes uniquement du cyclisme. Le tir, l'équitation, c'est un peu particulier puisqu'on a des cas de dopage sur le cavalier et sur le cheval. On a couvert les Jeux équestres mondiaux en Normandie l'année dernière, qui se déroulent dans des conditions un peu particulières, parce que c'est une fédération qui est dirigée par la femme de l'émir du Qatar ou d'Abu Dhabi, je crois. Et on a des cas un peu atypiques, enfin en tout cas qui posent des questions. L'athlétisme, ça fait partie des disciplines sur lesquelles on travaille régulièrement. Les derniers cas de dopage qu'on ait travaillé sur des sportifs de haut niveau, ça concernait l'athlétisme. Ça concernait Quentin Bigot sur le lancer, ça concerne Bertrand Moulinet sur la marche, Leila Trabi sur la course. Donc ouais, voilà, sur toutes les disciplines de l'athlétisme, on trouve des cas de dopage. Ce qui peut paraître plus étonnant, c'est qu'on a des cas de dopage sur les professionnels. Ça, c'est vrai, ça existe, c'est une vérité. En termes de santé publique, c'est pas forcément celle qui nous apparaît la plus dangereuse pour l'instant, en tout cas actuellement. On a aussi un dopage chez les semi-pros.
on le voit beaucoup, dans des courses régionales, chez des seniors, chez des vétérans. Donc c'est pas forcément lié à une volonté de gain financier ou de gain particulier. Et puis on en retrouve énormément chez les amateurs, ce qui conduit à cette dichotomie entre dopage d'élite et dopage de masse. Le dopage d'élite, c'est un dopage qui en général est relativement encadré par des conseillers, par des médecins, qui touchent des sportifs de haut niveau avec des traitements relativement pointus, qui ne sont pas sans danger ni sans conséquences, mais qui sont pas les mêmes que ceux qui sont utilisés par le dopage de masse. Et la grosse consommation de produits dopants en France actuellement, c'est par des gens qui ne sont pas des sportifs, au sens du code du sport. On en a parlé tout à l'heure. Au sens du code du sport, n'est sportif que celui qui est affilié à une fédération ou qui participe ou se prépare à une compétition reconnue par les autorités. Tous ceux qui sont en dehors de ça ne sont pas des sportifs. Ça concerne notamment tout le monde du culturisme, du bodybuilding, du fitness, dans lequel on trouve le gros de la consommation de produits dopants actuellement. Alors le dopage, c'est quoi ? C'est essentiellement soit des déviances médicales, soit des mésusages de médicaments. On le verra plus particulièrement tout à l'heure. La plupart des produits dopants, vous en avez un petit échantillon là sur la table, ce sont des médicaments qui sont détournés de leur usage premier. C'est-à-dire que l'hormone de croissance, c'est pas fait pour se doper, normalement. C'est fait pour soigner les retards de croissance, le nanisme chez les enfants. C'est fait aussi pour soigner certaines formes d'anémie. Le PO, c'est pas fait pour se doper non plus. C'est détourné, c'est un médicament qui est destiné à soigner des gens et qui est détourné de son usage premier parce qu'on s'est aperçu qu'il avait des effets également sur la performance sportive. Quelles difficultés on rencontre ? L'évolution des produits, l'évolution des méthodes. On a des nouvelles molécules et des nouvelles méthodes de dopage qui apparaissent tous les jours, notamment grâce à l'inventivité d'un certain nombre d'entreprises pharmaceutiques situées en Asie, dans un très grand pays d'Asie, qui vont récupérer des molécules. Je ne sais pas si vous savez comment est fabriqué un médicament, mais globalement, pour arriver à un médicament, un laboratoire dépose à peu près 10 000 molécules. C'est-à-dire qu'il va trouver 10 000 molécules qui potentiellement peuvent donner un médicament, il va les breveter, et puis il va commencer à voir si cette molécule peut être intéressante. Alors il va orienter, il va se dire tiens, cette molécule pourrait être intéressante dans tel ou tel domaine. Et il va la tester. Il va commencer à la tester en éprouvette, puis ensuite la tester sur des animaux de plus en plus gros, puis ensuite sur des traitements humains. Et ensuite on va passer dans une phase d'autorisation, de mise sur le marché. Et ensuite le médicament sera commercialisé. C'est une étape extrêmement longue, extrêmement complexe, qui dure une quinzaine d'années, en gros, entre le dépôt de la molécule et la sortie du médicament. Sur ces 10 000 molécules, il y en a une seule qui va donner un véritable médicament. Les autres vont être abandonnées parce que les effets escomptés sont pas suffisants, parce qu'elles sont dangereuses, parce que tout ça. Voilà. Et parmi ces molécules, on va aller chercher certaines qui, une fois tombées dans le domaine public, seront réutilisées parce qu'au cours des essais, on sera aperçu qu'elles avaient certaines propriétés, qu'elles pouvaient être intéressantes. Je donnerai quelques exemples par la suite de ces molécules. Autre difficulté, le caractère international. La plupart des gens qui actuellement en France consomment des produits dopants les achètent sur Internet. Donc dans l'anonymat complet de leur salon ou de leur chambre. Ils commandent ça sur Internet. Dans des sites qui se donnent l'apparence d'un certain sérieux. Si vous allez sur les sites internet vantant les produits la vente de produits dopants, vous avez des sites qui sont un peu médicaux, vous avez des gens en blouse blanche, on vous donne souvent confiance dans le produit. Donc vous allez l'acheter chez vous, vous allez payer par Western Union, par carte bleue, par tout moyen de paiement, souvent ceux qui permettent l'anonymisation des auteurs, et puis vous allez recevoir ça à la maison. Donc ça a développé de façon considérable le dopage parce que les gens se disent finalement on peut l'acheter, donc est-ce que c'est vraiment interdit quoi. Si vous étiez tenté par l'expérience, l'acquisition de produits dopants par un moyen électronique, c'est 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Voilà. Chacun peut maintenant voir ce qu'il a à faire. L'absence d'harmonisation des textes, ça aussi c'est un vrai problème. La plupart des sites qui vendent des produits dopants sont sont situés dans des pays qui sont relativement souples vis-à-vis de la législation sur le dopage.
Alors c'est le cas par exemple de la Thaïlande, qui est souple sur un certain nombre de choses en matière de délinquance, la Thaïlande, pas simplement sur le dopage, mais entre autres sur le dopage. Et donc on trouve pas mal de sites de vente de produits dopants en Thaïlande. Et puisqu'en Thaïlande c'est pas formellement interdit, ils peuvent prospérer sous la protection des autorités. En tout cas sous leur bienveillante neutralité. C'est le cas par exemple de la Moldavie, plus près de nous. Petit État de l'Est de l'Europe qui pratique lui aussi à haute dose la production de produits dopants. L'omerta du milieu, ça existe. Le milieu du sport, et notamment du sport de haut niveau, c'est un milieu dans lequel on a du mal à pénétrer parce que c'est, comme le disait la petite vidéo, ça reste tabou, le dopage. C'est des choses qu'on ne dit pas, même si parfois on voit des choses. On peut voir traîner des choses dans un vestiaire ou dans une chambre, on ne va pas le dire. Parce qu'il y a une forte solidarité, parce qu'il y a la possibilité d'être mis à l'index par ses camarades. Voilà, il y a plein de choses qui font que les informations ne sortent pas forcément. Et en tout cas, on a du mal à avoir de l'information et des informations de qualité dans le milieu du sport professionnel et du sport de haut niveau. Omerta qui est en train d'évoluer, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, sous l'influence du nouveau code mondial antidopage et notamment du statut de repenti. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un est contrôlé positif, après être passé devant le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage qui va lui notifier sa sanction, donc une suspension, le sportif contrôlé positif va se voir proposer une diminution, voire une suspension de sa sanction s'il accepte de collaborer. Voilà. Pour un sportif, c'est encore plus pénalisant une suspension de 3, 4, 5, 6 ans de son sport qu'une sanction pénale, finalement pour lui, parce qu'il ne va pas pouvoir pratiquer son sport, celui pour lequel il s'entraîne depuis 20 ans, pendant toute la période pendant laquelle il va pouvoir être performant. Donc c'est un puissant levier qui est actuellement utilisé par l'agence française, que cette possibilité de se voir diminuer, voire totalement annuler cette sanction en échange d'informations substantielles. Voilà. C'est un peu pour ça que j'ai employé le terme omerta, parce que ça rappelle le milieu, ça rappelle la mafia, Cosa Nostra, mais finalement c'est un peu ce que propose le Code mondial antidopage, ce statut de repenti. Une implication de plus en plus marquante du crime organisé, ça c'est ce qu'on constate nous tous les jours, notamment à travers la vente de produits dopants sur Internet. Il y a un certain nombre d'organisations criminelles qui se sont aperçues que la vente de produits dopants était nettement moins risquée, aussi bien pénalement que pour leur propre vie, que le trafic de stupéfiants. Pour le trafic de stupéfiants, il faut une organisation très très lourde. Il faut produire les stupéfiants en Afghanistan, au Liban, au Maroc, en Colombie, pour parler des plus grands pays. Cette production est dangereuse, il y a une forte concurrence. Ensuite, il faut faire intervenir pour la cocaïne, par exemple, des chimistes qui vont, par plusieurs étapes relativement complexes, transformer la substance de base en substance qui sera consommée et qui sera consommable. Ensuite, il faut la transporter, puisque les consommateurs sont en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord. Et tout ça, c'est des étapes qui sont longues, qui sont complexes, qui sont dangereuses et qui réduisent les bénéfices. Parce qu'il y a des saisies, il y a beaucoup de services de police qui travaillent là-dessus, il y a une concurrence qui est vive, ils peuvent mourir d'une intoxication au plomb à tout moment. Donc ils vont se tourner vers quelque chose qui sera plus intéressant, et le dopage en fait partie. Le coût est quasiment nul. La fabrication, quand vous fabriquez une pilule, que vous en fabriquez une ou vous en fabriquez 10 millions, vous payez quasiment la même chose à la fabrication. Ce qui est dur, c'est trouver la molécule qui est efficace et la reproduire sous forme de cachet, ou de suspension, ou de liquide. Après, une fois que la mise en production est commencée, vous pouvez en produire tant que vous voulez, et pour un coût quasiment nul. Donc plus vous en produisez, moins vous payez en plus. Et en plus, vous pouvez le vendre depuis Internet. Et donc en limitant un maximum les risques, vous n'avez plus de trafic de rue, les gens commandent chez eux, et c'est du risque zéro et du gain 10 à 20 fois plus élevé que le trafic de stupéfiants. Quelques conséquences sur la santé. Là, vous avez un bel exemple de gynécomastie, donc le développement des seins.
qu'on voit alors principalement en matière de culturisme, même si celui-là n'est pas forcément le plus impressionnant, mais c'est un élément qui est assez développé, et ça explique aussi la raison pour laquelle on va quand on va chez quelqu'un qui se livre au dopage, chez un culturiste, vous allez avoir une véritable armoire à pharmacie, parce que vous allez prendre des produits dopants, typiquement les stéroïdes ou les stéroïdes anabolisants. Ces médicaments vont produire un effet, l'effet que vous recherchez, le développement de la masse musculaire, mais il va également produire des effets indésirables, comme celui-là par exemple, comme pour les stéroïdes, ça. Ouais, c'est pas joli, hein. Et donc il va falloir prendre des produits qui vont éviter ces effets indésirables. Donc vous allez doubler la dose. Ensuite, il va falloir prendre des produits pour masquer les produits que vous avez pris. Donc vous vous retrouvez avec des gens qui sont des véritables pharmacies ambulantes, hein, entre les stéroïdes, les produits masquants, comme les diurétiques, et les produits qui sont censés permettre de limiter ces effets-là. Ben vous vous retrouvez avec des gens qui véritablement ont des pharmacies chez eux, hein. C'est vraiment très très impressionnant. Quand vous allez en perquisition chez un trafiquant de produits dopants ou chez quelqu'un qui consomme en tout cas, vous n'avez aucune difficulté à les trouver, les produits, il y en a partout. De toute façon. Quelques exemples encore sur les hormones de croissance. Le phénomène du gros ventre, là, c'est l'augmentation des viscères, hein. Donc c'est pas qu'il a beaucoup mangé, hein, c'est simplement que la prise d'hormones de croissance fait augmenter le volume des viscères. Donc même si vous avez une ceinture abdominale là, qui est très développée, vous avez quand même cet effet gros ventre qui est assez caractéristique. Là, le syndrome du canal carpien qui est également caractéristique des hormones de croissance. Vous avez la forme du visage qui change, hein, avec un visage qui est beaucoup plus arrondi, là, qui devient beaucoup plus carré, une mâchoire beaucoup plus carrée, une augmentation souvent des extrémités avec le nez, les oreilles, les pieds, les mains. Là, c'est pas un sportif anodin, hein, je ne sais pas si vous le connaissez. Ça vous parle, hein, c'est Peyton Manning, une star du football américain. Il y a cette photo qui a été prise sur son évolution physique, mais il a également été mis en cause dans une affaire de dopage il y a 3 ou 4 ans, hein, pendant une période où il était blessé. Voilà. Maintenant que le sujet est posé, je voulais vous dire quelques mots sur les acteurs de la lutte contre le dopage. Alors vous voyez, il y a beaucoup de monde, hein. Pas tous impliqués de la même façon, mais beaucoup de monde, que j'ai réparti arbitrairement, enfin pas tout à fait, en deux grandes catégories: les acteurs qui ont des pouvoirs administratifs et les acteurs judiciaires de la lutte contre le dopage. Et puis comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai mis le CLESP au milieu, parce qu'on est aussi censé faire le lien entre ces deux mondes. Vous avez globalement sur la gauche le monde sportif, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et le secrétariat au sport, et plus particulièrement avec son bras armé que sont les conseillers interrégionaux antidopage, qui sont des fonctionnaires du ministère des Sports, qui sont en charge au sein de leur région ou de leur interrégion d'animer la lutte contre le dopage, selon 2 grandes missions. Ce sont eux qui vont diligenter les contrôles antidopage qui vont être demandés par l'Agence française de lutte contre le dopage. Donc ils vont trouver les préleveurs, ils vont trouver les lieux d'entraînement, ils vont trouver les sportifs à contrôler. Et qui vont aussi animer les commissions régionales de lutte contre le dopage, qui sont des commissions qui regroupent à la fois les autorités administratives et judiciaires. Donc c'est des commissions qui sont animées par le procureur général de la cour d'appel, le préfet de région, et puis tous les grands services de l'État, police, gendarmerie, douane, impôts. Et c'est un lieu dans lequel on échange des informations en matière de trafic de produits dopants. Vous avez bien évidemment l'Agence française de lutte contre le dopage, qui est en charge officiellement de la lutte contre le dopage en France, donc qui est l'émanation nationale de l'Agence mondiale antidopage. Agence qui est en mutation depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans. Sous l'influence de certaines personnes à l'Agence mondiale antidopage. La réflexion est de se dire, comme on le voyait un petit peu dans le film, on a toujours un train de retard sur la science, et on n'arrivera jamais à le refaire, ce retard.
Donc il y a toujours des produits qu'on n'arrivera pas à détecter. Il y a toujours des produits qu'on ne détecte plus, qu'on ne recherche plus, qui reviennent au goût du jour. Et donc on est toujours en retard, et ce qui fait qu'on a des résultats qui sont relativement peu concluants. Même si l'agence française a plutôt des bons résultats par rapport à ses homologues au niveau international, on est sur un taux de positif d'environ 1 à 2% selon les années. Ce qui n'est pas énorme. Donc la conclusion qu'ils en ont tirée, aussi bien l'AMA que la FLD, c'est que la preuve scientifique était plus la seule qu'il fallait rechercher en matière de dopage, et qu'il fallait adopter un mode de fonctionnement plus policier et aller rechercher le renseignement et donc beaucoup plus cibler les contrôles. Alors il continue pour une question d'image et de pédagogie à faire des contrôles en compétition. C'est à peu près 50% des contrôles qui sont réalisés. Mais ils ont déjà reporté plus de 50% des contrôles sur l'entraînement. Parce qu'ils pensent que c'est à raison que c'est la période pendant laquelle on se dope, c'est plus pendant les compétitions, et c'est pas pendant les compétitions, c'est pendant le programme d'entraînement. Et puis ils ont développé la partie renseignement. Alors avec nous, on s'échange des renseignements. Ils ont embauché un enquêteur, comme l'a fait l'AMA. L'AMA a 2 enquêteurs spécialisés. Un enquêteur qui vient de la Drug Enforcement Agency, la DEA américaine, et un enquêteur qui vient d'Interpol, qui est un ancien gendarme. Donc vous voyez, il y a on va chercher le renseignement de façon différente de ce qui se faisait avant. Le Comité national olympique et les fédérations jouent surtout un rôle en matière de prévention, mais ils ont également un rôle en matière de répression du dopage, puisque c'est les fédérations qui vont prononcer les sanctions contre les sportifs reconnus positifs, un contrôle antidopage. Vous allez avoir les directions régionales, puisque les directions régionales de jeunesse et sport et cohésion sociale sont les directions qui abritent les conseillers régionaux antidopage. Et les agences régionales de santé, parce qu'au sein de ces agences régionales de santé, on a des pharmaciens qui nous assistent dans la détection et des sportifs qui pourraient se livrer au dopage. D'un point de vue judiciaire, là, on retrouve toutes les unités qui assurent habituellement la police judiciaire, donc la gendarmerie et la police. Les douanes, c'est un acteur extrêmement important, les douanes, en matière de dopage, puisque on peut partir du point de départ. En 99, Willy Wirth est arrêté à la frontière belge par des douaniers. Et les douaniers, ils sont une place idéale pour voir ce qui rentre, ce qui sort, quelles sont les marchandises qui vont rentrer sur le territoire national. Et à ce titre, notamment à Roissy, ils font énormément de saisies. Le SNDJ, c'est une unité des douanes, et puis quelques unités européennes et Interpol surtout. Interpol qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre le dopage et qui est en train de travailler sur une base de produits dopants qu'on pourra s'échanger et sur lesquels on pourra remonter certaines filières. Alors sur quoi on travaille à l'OCLAESP ? Les médicaments, comme je vous l'ai dit, les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, donc les médicaments normaux, classiques. Les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché à titre vétérinaire. Vous en avez ici le clenbuterol, qui est un médicament qui est pris par un certain nombre de sportifs pour, en phase finale du protocole de dopage, pour affiner leur silhouette, pour perdre de la graisse et de l'eau. Donc principalement au cours de compétition de bodybuilding, vous allez avoir des gens qui vont dans un premier temps prendre des stéroïdes pour prendre de la masse, et puis ensuite dans la dernière période de dopage, on prend du clenbuterol pour s'affiner et pour que les muscles soient vraiment apparents et pour diminuer la couche graisseuse ou la couche d'eau qu'on peut avoir entre le muscle et la peau. Donc ça, c'est un médicament qui est un médicament vétérinaire, puisque c'est censé soigner l'asthme chez le cheval. Voilà. Donc deux choses bien différentes. Les substances issues d'essais cliniques. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de l'écart ? Voilà. Alors l'écart, c'est un médicament qui est pris en association avec une molécule qui s'appelle le GW501516 ou GW1516. Ça, c'est typiquement ce dont je vous avais parlé tout à l'heure. Il y a une vingtaine d'années, le laboratoire GSK, GlaxoSmithKline, qui est un grand laboratoire anglais, ce qu'on appelle un Big Pharma, teste des molécules pour l'obésité. Et donc ils vont développer cette molécule qui est le GW501516, qui est une molécule relativement prometteuse.
Ils vont passer au test sur les rats. Et ils vont s'apercevoir que les rats ils perdent du poids, donc c'est ce qu'ils cherchaient, c'est super. Ils vont s'apercevoir également, ce qui est plus intéressant pour les sportifs, que ces rats, ils courent 2 fois plus longtemps que leurs congénères et 2 fois plus vite. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. En revanche, ce dont ils vont s'apercevoir aussi assez rapidement, après les premiers essais sur les rats, c'est que les rats ils développent des tumeurs extrêmement rapidement, qui bouffent leurs congénères, donc une agressivité non contrôlée, et qui meurent donc très très rapidement. Donc ils vont abandonner cette molécule, mais pour autant ils avaient quand même déposé un brevet, donc la molécule était véritablement déposée. Sauf que 20 ans plus tard, le brevet est tombé dans le domaine public, et ça a été récupéré par certains labos qui se sont mis à la production d'ECAR et de GW1516, produits qui maintenant sont utilisés dans certains protocoles de dopage. Voilà. Ah si. On a déjà retrouvé de l'ECAR sur des sportifs. Oui, ouais. C'est surtout que c'est devenu public, mais après, il y a Ouais. j'ai jamais entendu. Bah nous, il y a 2 ans, on a arrêté un marathonien qui était à un niveau régional, hein, et qui avait pris de l'écart et qui avait commandé de l'écart sur un site portugais. Voilà. Enfin, c'est censé être un site portugais. Après, on a plusieurs rebonds vers d'autres pays. Mais on en a déjà trouvé en France, on en a déjà saisi à l'office. Alors, je vous en aurais bien apporté, mais les scellés, au bout d'un moment, on les apporte au tribunal. Et celui-là, il est parti au tribunal, donc on l'a plus en main. Mais on en a déjà saisi en France de l'écart. Voilà. Les médicaments en essai clinique, ça peut exister aussi. Et puis, les compléments alimentaires. J'ai voulu faire un petit arrêt sur les compléments alimentaires, parce qu'on a eu un certain nombre de dossiers de sportifs de haut niveau qui ont été contrôlés positifs suite à la prise de compléments alimentaires. C'est pas anodin, hein. Je sais que ça se développe de plus en plus, que c'est devenu courant, mais il y a 3 ans, Alice Decaux, sportive de haut niveau française, elle est contrôlée pour avoir pris ce produit-là, No Shotgun, qu'elle avait acheté dans le commerce, sauf que c'était un produit qui était adultéré, qui contenait des stéroïdes, elle était contrôlée positive. Là, pour le coup, en toute bonne foi, elle pensait consommer un complément alimentaire, quelque chose qui est a priori pas interdit, et puis elle est tombée sur un contrôle positif. Il n'y a pas que les substances, il y a les méthodes, hein, qui nous intéressent également. Les manipulations sanguines, bon, ça vous en avez entendu parler, hein, l'ozonation, l'oxygénation. L'altération, alors ça c'est dans les procédés destinés à masquer. On a retrouvé, je crois que c'est au jeu d'Athènes, des faux pénis. Je vous montrerai. Voilà. Après, dans les méthodes, il y a des méthodes interdites, hein, ce dont je parle, et puis des méthodes autorisées, comme les chambres de cryo, puisque vous en avez ici, qui elles sont des méthodes autorisées et contrôlées. Voilà le faux pénis. Alors celui-là, il a été retrouvé sur un athlète grec, si je me souviens bien, au JO d'Athènes. C'est le fameux athlète grec là, qui a eu 2 bonnes nouvelles. C'est qu'il subit. Il a été médaillé. Hein. Il a 2 bonnes nouvelles après avoir passé son contrôle antidopage. La première bonne nouvelle, c'est qu'il est négatif au contrôle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il est enceinte. Parce qu'il avait récupéré malheureusement l'urine de sa femme et il ne savait pas que sa femme était enceinte. Donc c'est comme ça qu'il a été repéré. Voilà, mais ça c'est chez vous, donc vous connaissez. Les compléments alimentaires, c'est pas si anodin qu'il y paraît. Je vous parlais de 600 déclarations par an, c'est 600 déclarations par mois de nouveaux produits qui sont faits en France auprès de la DGCCRF, qui est la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. Au bureau alimentation, il y a 4 fonctionnaires pour déclarer, pour contrôler ces 600 nouveaux produits qui arrivent chaque année. Et ils contrôlent simplement que sur l'emballage, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire plus, hein, 600 produits par an, nouveaux produits par mois, pardon, et 4 fonctionnaires. Ils vérifient sur l'emballage que le complément alimentaire ne se présente pas comme un médicament par fonction ou par présentation. Alors la définition du médicament par fonction ou par présentation, c'est le fait d'avoir des allégations thérapeutiques sur la boîte. C'est-à-dire ça va vous soigner de quelque chose, globalement. Je schématise. Donc les produits rentrent quasiment sans contrôle, puisque si ces produits ne sont pas refusés par la DGCCRF, le silence de l'administration valant acceptation, ils sont mis sur le marché.
Nous, on a fait faire quelques analyses sur ces compléments alimentaires auprès d'un chercheur de l'Université de Toulouse, du CNRS. Et il y a eu également une étude de la DGCCRF. Donc, dans ces compléments alimentaires, en 2009, on relevait 12,5% d'anomalies, ce qui est quand même relativement important. On relevait également 50 à 70% de principes actifs pharmaceutiques dans des compléments alimentaires. Pour quelle raison? Quand vous allez acheter un complément alimentaire, c'est que vous espérez qu'il soit efficace, qu'il va vous aider quelque part à améliorer votre performance. Donc il y a un certain nombre d'industriels qui se disent pour qu'il soit efficace, je vais mettre du principe actif. Je ne vais pas en mettre beaucoup, mais je vais en mettre un peu. Donc le client il va être content, et si le client il est content, il revient et il rachète. Donc on va rajouter un petit peu de principe actif dans ces compléments alimentaires pour susciter la consommation. Inconsciemment, vous consommez des produits qui sont adultérés, qui contiennent des principes actifs et qui vous mettent en position d'être contrôlé positif lors d'un contrôle antidopage. Alors, il y a quelques initiatives en la matière. Il y a quelques fabricants français qui ont créé une norme NF. Alors, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas parfait, la norme NF. Mais ces fabricants se sont engagés sur un cahier des charges à respecter certaines prescriptions. Et en tout cas, s'engager à ne pas rajouter des principes actifs dans les compléments alimentaires. Le mieux, ça reste quand même de ne pas en consommer. Après, moi, c'est un conseil qui vaut ce qu'il vaut. Alors, ça peut paraître un peu rétrograde de parler comme ça, mais c'est déjà introduire l'idée qu'il faut rajouter quelque chose à son entraînement et à son alimentation pour augmenter ses performances. Alors, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais et le parallèle est peut-être osé, mais on en parlait avec monsieur là tout à l'heure. 99% des gens qui consomment du cannabis ne passeront jamais à l'héroïne. Jamais. En revanche, 99% des gens qui consomment de l'héroïne ont consommé du cannabis avant. Alors ça ne veut pas dire que parce que vous consommez des compléments alimentaires, vous allez passer à quelque chose de plus fort ou basculer dans le dopage. En revanche, tous ceux qui se dopent sont passés par ça. Après, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Mais c'est quelque part psychologiquement un premier pas. Enfin, en tout cas, à mon sens. Le dopage sportif vétérinaire, on en fait aussi. Les chevaux, principalement. Le chien de course, corrida, on n'a pas eu l'occasion. La colombophilie, ça a été rapporté par nos homologues belges qui en font pas mal. Les chevaux, on a eu quelques exemples assez importants, notamment sur des propriétaires venus du golfe Persique, qui cherchent avant tout la performance, qui ne cherchent pas spécialement à avoir un gain financier. Voilà, donc ils ont de l'argent, donc ce qu'ils veulent c'est la médaille. Donc le cavalier français qui lui va avoir son cheval ou ses deux chevaux, il n'a pas intérêt à les pousser jusqu'à ce qu'il décède à la fin de la compétition, parce qu'il espère bien en tirer profit ensuite sur les saillies et rentrer un peu dans ses frais. Le propriétaire saoudien ou émirati qui a 500, 600 chevaux dans ses différents haras, s'il en a 2 ou 3 qui meurent à la fin de la compétition, ça lui fait ni chaud ni froid. Donc ils vont être tentés de procéder à un dopage de masse sur ces animaux. On a pu le voir sur des compétitions de polo également en Argentine, avec des décès suspects de plusieurs chevaux. Dopage de l'animal et du conducteur pour le pari mutuel. Ça c'est encore différent. C'est qu'il y a des enjeux importants. Donc on va avoir une volonté de doper le cheval. Il y a du dopage chez les jockeys aussi, notamment pour et de la prise de stupéfiants, notamment pour rester au poids minimal. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, le dopage d'élite contre le dopage de masse, ce sont 2 dopages très très différents. Vous allez avoir un dopage d'élite qui est souvent encadré médicalement, où les gens suivent des protocoles relativement stricts, qui est un dopage qui est professionnel ou semi-professionnel. Le dopage de masse, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont commander sur Internet. On estime que sur Internet, un médicament sur 2 que vous achetez sur Internet est falsifié.
C'est-à-dire que vous n'avez pas la composition exacte. Soit vous achetez un placebo, ça c'est le moins grave, hein, vous allez acheter rien du tout. Soit vous allez acheter un médicament qui est sous-dosé. Vous pouvez également acheter un médicament qui est surdosé, avec des effets que ça peut induire, ou des produits qui contiennent tout et n'importe quoi. On a trouvé du mercure, on a retrouvé du ciment dans certains médicaments, j'étais sur Internet. Donc on en retrouve vraiment tout et n'importe quoi. Et puis des gens qui vont récupérer un protocole de dopage à la salle dans la salle de fitness ou de musculation qu'ils pratiquent, dans laquelle ils pratiquent. Donc c'est des feuilles qui s'échangent comme ça de main en main. Et puis comme ils veulent aller vite, puisque s'ils prennent des produits dopants pour aucun gain, enfin je veux dire c'est juste parce qu'ils veulent avoir un corps plus athlétique ou participer à des compétitions où on gagne rien, pour aller plus vite ils vont doubler le protocole de dopage qu'on leur a donné. Et là, vous allez avoir des décès très fréquents. Chaque année, on a des décès sur le dopage de masse, notamment sur les problèmes hépatiques, hein, le foie qui prend quand même relativement cher sur la prise de produits dopants. Les filières d'approvisionnement, les pays producteurs, on les connaît tous. La Chine, la Thaïlande, la Moldavie. Le Brésil, c'est plutôt pour la consommation intérieure. Et les USA, il y a une forte production également aux États-Unis. On collabore activement d'ailleurs avec les forces de police américaines dans le cadre d'une opération qui se déroule actuellement, une opération mondiale qui s'appelle Underground, dans laquelle on s'est échangé pas mal d'informations sur des sites qui revendent des produits dopants et sur des gens qui les achètent. Les filières d'approvisionnement, c'est également les professionnels de santé. Ça peut être le commerce, les pharmacies d'officine. On retrouve beaucoup de ventes de produits dopants, de gens qui sortent les produits dopants des pharmacies. Hein. Ça va via la complicité d'un préparateur en pharmacie. On a également des produits qui sortent des grossistes répartiteurs, c'est-à-dire ceux qui fournissent les pharmacies, qui sont généralement de très très grosses entreprises, qui regroupent, il doit y avoir 7 ou 8 grossistes répartiteurs en France, donc des choses assez énormes, et dans lesquels il y a des vols massifs de produits. On a vu ça encore récemment sur un des dossiers qu'on a traités. Les salles de fitness, Internet, on en a parlé. On a eu plusieurs cas de vente de produits dopants à la sortie des établissements scolaires. Là encore, c'est pas du tout dans une visée sportive, hein, mais c'est plus une visée esthétique, c'est pour ressembler à ça. Même si c'est pas juste en prenant des produits dopants qu'on arrivera à ça. Il y a quand même de l'effort aussi, ou pour ressembler à ça. Une petite illustration de ce qu'on trouve nous tous les jours, en travaillant avec nos collègues douaniers. Ça, ce sont des colis qui arrivent de Thaïlande. Donc vous avez commandé sur un site internet. C'est pas forcément marqué que c'est fabriqué en Thaïlande, hein. Mais c'est fabriqué et c'est vendu depuis la Thaïlande. Donc vous avez le produit qui est emballé, qui est conditionné et qu'on intercepte de plus en plus à la douane. La douane nous transmet les informations et puis nous, le matin, on vient chez vous. Ça nous arrive tous les jours en ce moment, avec le produit sous le bras qui vous était destiné. Et je vous le répète, l'acquisition de produits dopants sur Internet, c'est 7 ans d'emprisonnement. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Mais ça, c'est tous les jours. Hein. Sur la plateforme de Roissy, il y a 800 000 colis jour qui arrivent. Donc il y a certains vols qui sont plus particulièrement signalés. Et la Thaïlande en fait partie, puisqu'on a même, c'est l'avantage qu'on a avec la Thaïlande, on a un accord avec les douanes thaïlandaises. Parce que certes, la Thaïlande ne lutte pas contre le trafic de produits dopants sur son territoire, mais nos amis douaniers thaïlandais ont accepté de nous signaler tous les colis qu'ils détectent eux-mêmes au départ de Thaïlande vers la France. Donc ils sélectionnent les enveloppes, ils les ouvrent, ils regardent, ils voient qu'il y a du produit dopant dedans, ils mettent tout ça dans un grand sac avec un sticker « Marchandises prohibées à contrôler à l'arrivée par la douane ». Et bien nous on récupère le sac et puis après on va chez les clients, donc c'est relativement facile, c'est très bien, ça marche bien. Et tout ça, donc tout ça, c'est de la vente sur Internet. Ça, je vais passer assez rapidement parce que ça n'a peu d'intérêt. Vous savez comment ça marche la vente sur Internet? C'est juste un petit aparté? Non. Internet pour les trafiquants, c'est intéressant parce que ça garantit une sorte d'anonymat. Puis ils sont très loin, ils sont en Thaïlande.
Donc pour eux, c'est idéal. Ils font fabriquer en Chine ou en Thaïlande. Ils sont en Thaïlande où ils tiennent leur site. Et puis ils se font payer par des réseaux bancaires type Western Union qui garantissent plus ou moins l'anonymat. Simplement, ce qui est intéressant pour un trafiquant, c'est de toucher son consommateur. C'est d'être visible pour son consommateur. Et donc avoir un site en Thaïlande ou en Moldavie, c'est pas suffisant. Vous, quand ce soir vous allez taper restaurant, le moteur de recherche Google, qui est une superbe machine, va rechercher dans votre profil les restaurants que vous avez déjà consultés par le passé, et il va vous géolocaliser, vous proposer une sélection de restaurants dans un rayon de 1 km, 2 km autour de votre adresse IP. On est d'accord? À peu près. Hein? Donc pour la personne qui a un site de produits dopants en Thaïlande, il n'a aucune chance d'être sur la première page de Google du consommateur français. Il est trop loin. Ça ne marchera pas. Il va se retrouver sur la 15e page de Google. Il n'est pas référencé. Donc c'est pas intéressant pour lui. Vous savez, à une époque, on disait où se cache Ben Laden, il se cache sur la 2e page de Google. Parce que la 2e page de Google, personne n'y va. C'est toujours sur la première page. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire pour se retrouver sur la première page de Google en France? Ils vont payer des gens qu'on appelle des affiliés, qui vont monter un site en France, qui vont rentrer dans les forums de discussion pour vanter les mérites de tel ou tel site. En disant, voilà, dans les forums spécialisés que vous pouvez avoir en France, hein, sur le dopage, enfin sur le culturisme, pardon, qu'on appelle, je sais pas, Think Stéroïdes, Muscle en métal, Ericsson Line, etc. Enfin, il y en a plein. Ils vont rentrer sur ces sites en disant, bah voilà, si tu commandes sur thinksteroid.com ou sur topsteroid.com, tu vas avoir de la bonne qualité parce que moi je le consomme, c'est intéressant. Et donc ils vont susciter des clics sur le site français. Vous allez aller sur le site français. À partir du moment où vous allez remplir votre panier et vous allez taper sur commander, vous allez être automatiquement redirigé vers le site thaïlandais pour pouvoir passer votre commande. Et l'affilié, qui lui ne touche jamais d'argent, ne touche jamais de produit, puisque ça arrive directement et l'argent passe par une autre filière, les serveurs sont encore dans un autre état, l'affilié, lui, va toucher un pourcentage sur les ventes, comme un commercial classique. Et ce qui va leur permettre d'être accessible à leur public, c'est-à-dire l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord. Alors la difficulté pour nous, pour ce qui concerne le dopage, c'est qu'en France, on a une particularité qui est aussi le cas dans un certain nombre de pays, mais qui est en train de changer quand même pas mal. C'est que la consommation de produits dopants n'est pas interdite en France. N'est pas pénalement répréhensible en tout cas. Voilà. Vous pouvez être sujet à une suspension, à une sanction administrative de votre fédération, de l'Agence française de lutte contre le dopage, mais pénalement, la consommation n'est pas une infraction. La détention est une infraction, l'acquisition, la cession est même relativement lourdement sanctionnée, mais la consommation en elle-même n'est pas une infraction. Ce qui nous pose un problème parce qu'on ne peut pas directement partir dans une phase judiciaire à partir d'un contrôle positif. Parce qu'un contrôle positif diligenté par l'Agence française de lutte contre le dopage, ça ne prouve qu'une chose, ça prouve qu'au moment où vous avez été prélevé, vous aviez consommé des produits dopants. Ça ne dit en aucune manière que vous en avez détenu. On peut le supposer, mais c'est loin d'être évident. Prenez par exemple un sportif de haut niveau, il ne va jamais en détenir. C'est son préparateur physique, c'est son entraîneur, c'est son médecin qui va arriver, qui va lui brancher la perf, comme c'était le cas sur le Tour. On lui branche la perf, et lui, il ne fait que consommer, il ne détient pas. Donc là, il y a une subtilité qui est un peu gênante pour nous. Il y avait également le cas des gens qui ne prenaient des licences que pour les compétitions, une licence temporaire. Donc entre deux compétitions, ils ne sont pas sportifs. S'ils ne sont pas sportifs, ils ne sont pas soumis à un contrôle, ils ne peuvent pas être soumis à un contrôle antidopage. C'est souvent le cas. On a vu ça encore il n'y a pas longtemps. Là, on était sur c'était un marathon? Non, c'était quoi? C'était un 10 km où tu as été? Ouais, c'était un cross. Championnat de France de cross. On a des gens qui s'inscrivent la veille, et puis qui voient les préleveurs de la FLD, et puis qui ne prennent pas le départ le lendemain. Donc ils sont pas contrôlés. Voilà. Alors ça, c'est un petit jeu, mais de la même façon, on va avoir un certain nombre de sportifs qui s'entraînent dans des lieux difficilement accessibles pour les préleveurs.
Les hauts plateaux du Kenya, le haut Atlas marocain, c'est pas toujours facile à rejoindre. Et donc on a un certain nombre d'athlètes qui jouent au chat à la souris là-dessus. D'autant que c'est dans ces périodes-là où ils se retrouvent dans des lieux difficilement accessibles qu'ils vont subir leur protocole de dopage. Ensuite, en arrivant en phase de compétition, on n'en sera que sur un micro-dosage et une remise à niveau, on va dire. Et donc sur des quantités qui sont pas forcément détectables. Définition très restrictive du trafic également. Hein. Le trafic, ça consiste à céder aux sportifs et à détenir aux fins d'usage par un sportif. La difficulté, c'est effectivement toutes ces saisies sèches qu'on peut faire, notamment avec les autorités douanières. Et puis, comme je vous le disais, la non-pénalisation de l'usage. Conséquence pour nous, parce qu'on n'est pas resté sans rien faire. Hein. Le Code du sport ne nous permet pas forcément de travailler dans les meilleures conditions. Donc on a recours à d'autres codes, hein, notamment au Code de la santé publique, qui lui réprime le trafic et la détention de médicaments falsifiés et le trafic et la détention de substances vénéneuses. Or, un médicament qui n'est pas vendu dans la chaîne légale du médicament est considéré automatiquement comme un médicament falsifié. Donc, ce qu'on ne peut pas faire sous l'angle du Code du sport et sous l'angle du dopage, on peut le faire sous l'angle du Code de la santé publique, sur la base du trafic de substances vénéneuses ou du trafic de médicaments falsifiés. Et donc, ça nous permet d'aboutir au même résultat. Voilà. On a également recours à un article qui est très intéressant quand on travaille avec les douaniers, c'est le trafic de produits prohibés, ce qu'on appelle plus vulgairement la contrebande. Si vous importez une quantité qui est relativement importante, enfin en tout cas qui est considérée suffisante par la justice, vous tombez sous le coup de l'article 414 du Code des douanes concernant la contrebande. La contrebande en France, c'est puni de 10 ans d'emprisonnement. Là aussi, on est sur un article relativement intéressant. Autre rôle de l'OCLAESP, je passe un peu rapidement hein, parce que j'en ai déjà pas mal parlé, c'est la mission qu'on assure auprès des conseillers régionaux antidopage. Donc c'est des gens qui ont été mis en place pour la plupart au cours de l'année 2015, on va dire, hein, 2014-2015, qui ont été volontaires pour se porter candidats à ces postes de conseillers régionaux antidopage. Ce sont souvent d'anciens sportifs, de haut niveau, comme vous avez par exemple en Aquitaine Christophe Basson, ancien coureur professionnel, cycliste professionnel. Vous en avez d'autres. Voilà, tous étaient généralement des sportifs d'un certain niveau, mais avaient relativement peu de connaissances en matière judiciaire et pénale. Donc on a notre rôle, nous, ça a été dans un premier temps de les former sur cette partie-là de leur travail, de leur futur travail, et puis maintenant de correspondre au quotidien. On s'échange des informations au quotidien sur le trafic. On leur donne des gens, éventuellement le nom des gens à contrôler. Eux nous informent sur des choses qu'ils ont pu voir qui relèvent du droit pénal, et on les aide à formaliser cette partie qui va aboutir par exemple au dépôt d'une plainte, ce qu'on appelle un article 40, c'est-à-dire la dénonciation de faits de nature pénale au procureur de la République. Nous, on n'a pas forcément vocation à intervenir dans tous les cas de dopage, parce que maintenant on en a, je ne vais pas dire des centaines, mais pas loin quand même. Hein. C'est-à-dire que au fil des années, et puis ça s'accélère de jour en jour, on a de plus en plus d'informations qui nous remontent. Parce qu'il y a une vraie collaboration au niveau international qui s'est mise en place. Je vous parlais des États-Unis, mais on collabore également avec pas mal d'autres pays. Et des dossiers, là, on doit en avoir en stock, je sais pas, 600, 700, qu'on ne pourra pas traiter. Donc, il y a des petites quantités qui vont passer, où les gens vont s'en sortir. Mais après, systématiquement, on va essayer de chercher une réponse. Alors la réponse, ça peut être via la FLD sur la sanction administrative, la suspension. Ça peut être aussi une réponse qui va être des acteurs privés, c'est-à-dire que si vous êtes contrôlé positif, il y a des chances que vous perdiez votre sponsor. Ça, c'est possible. Il y a les sanctions vis-à-vis de l'encadrement des sportifs, hein, qui sont liées aussi au nouveau code mondial antidopage. Il y a la fameuse liste noire là, des entraîneurs. Et puis on va essayer pour la phase judiciaire de trouver des unités locales capables de traiter les dossiers que nous on ne pourra pas prendre parce que on est malheureusement obligé de faire un tri
Parce que ne serait-ce qu'en termes de trafic, on a déjà largement de quoi travailler. La semaine dernière, on a démantelé un réseau dans le Val d'Oise, donc juste à côté, d'une personne qui sortait des produits de chez un grossiste répartiteur et qui, pour ce qu'il n'arrivait pas à trouver chez le grossiste répartiteur, se faisait approvisionner par des Serbes qui achetaient en Moldavie. Mais voilà, sur l'opération, on saisit pas loin de 7000 comprimés, plus de 100 000 euros. Voilà, c'est plutôt sur ce type de dossier qu'on est appelé à travailler. En revanche, c'est pas parce que on va pas travailler toutes les informations qu'on va pas les faire travailler par d'autres unités. Le principe, c'est que toutes ces informations puissent être valorisées. Oui. Quand un sportif est contrôlé positif, est-ce qu'il y a derrière absolument quelque chose de juridique derrière? Enfin, vous allez Non. faire un... Non. Quand un sportif est contrôlé positif, il va être, selon le sportif, soit sanctionné par sa fédération, soit directement pris en charge par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit parce que l'Agence française de lutte contre le dopage va estimer que la sanction prononcée par la fédération est non conforme, insuffisante ou trop lourde, ou parce que, au regard du sportif en question, elle prend la sanction à son niveau. Vous allez passer devant le collège de l'agence, donc qui est une sorte de conseil d'administration de l'agence, qui est composé de personnalités. Donc il y a des sportifs, il y a des gens de la Cour de cassation, du Conseil d'État, voilà. Vous allez présenter vos arguments, seul ou accompagné d'un avocat. Le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage va présenter ses arguments, qui sont généralement ceux défendus par le laboratoire de Châtenay-Malabry, qui est en charge des contrôles. Ensuite, le collège de l'agence va prononcer une sanction. Cette sanction, elle est administrative. C'est une sanction qui vise à vous interdire de participer pendant un temps donné à toute compétition. C'est vraiment administratif. Si maintenant l'agence ou le directeur des contrôles a des éléments lui permettant de penser qu'au-delà de la consommation de produits dopants, vous êtes livré à de l'acquisition, de la détention ou du trafic de produits dopants, il va faire ce que tout fonctionnaire est tenu de faire quand il constate une infraction, c'est-à-dire qu'il va rédiger ce qu'on appelle un article 40 au procureur de la République, qui est une dénonciation. C'est-à-dire qu'il va signaler, oui, c'est une dénonciation, un signalement, il va signaler au procureur de la République ces faits délictueux, à charge pour le procureur de la République de diligenter ou pas une enquête judiciaire. Donc ça ne se fait pas dans tous les cas de contrôle positif, hein. Soyons clairs, mais ça arrive assez fréquemment. Mais dans les cas de sportifs de haut niveau, vous avez dit qu'il y avait souvent quand même... c'était contrôlé par des médecins, par des personnes aux alentours, donc il y a quand même un trafic. Oui, il y a un trafic, ouais. Il y a un système autour. Alors, ce qui va changer un petit peu la donne, c'est que maintenant, donc systématiquement, après être passé en commission, vous allez être reçu par le directeur des contrôles qui va vous dire, mon garçon, là tu risques 4 ans de suspension. Maintenant, si tu es prêt à collaborer et à nous dire qui te fournit en produits dopants, on peut voir à réduire ta sanction. Donc ça, c'est un premier effet. Ensuite, on a un certain nombre de sportifs qui font des déclarations spontanées devant le collège de l'agence. J'ai 2 exemples en tête. On a un joueur de polo qui est convoqué devant la fédération ainsi que le propriétaire de son cheval, puisque les 2 sont contrôlés positifs. Le joueur de polo ne se présente pas. Le propriétaire se présente et il reconnaît les faits. Et puis une discussion s'installe. Et puis là, il finit par dire en fait, c'est pas mon cheval. C'est des cadres de cette fédération qui m'ont demandé de me présenter comme étant le propriétaire du cheval, mais le cheval, il n'est pas à moi. Donc là, on part sur une enquête judiciaire. Dénonciation des faits au procureur et enquête judiciaire. Parce que le propriétaire, c'était quelqu'un qu'il ne fallait pas toucher. Et puis parce que le joueur, et puis parce que le cavalier, c'est quelqu'un qu'il ne fallait pas toucher non plus, parce que c'était un des meilleurs Français. Voilà. Autre exemple que tout le monde connaît, hein, c'est paru dans la presse, donc je ne dévoile pas de secret d'enquête, c'est Quentin Bigot. Quentin Bigot, il dit, mais moi c'est mon entraîneur qui me dopait. C'est Raphaël Piolanti.
Alors c'est pas jugé, donc je ne me permettrai pas d'émettre un avis sur la question, mais c'est ce qu'il dit devant le collège de l'agence. Il dit, c'est Raphaël Pulanti qui m'a amené à me doper. C'est mon entraîneur, c'est le directeur technique national des lancers, qui m'a incité petit à petit à m'amener au dopage. Donc là, évidemment, on est parti aussi sur une enquête judiciaire, parce qu'il y avait un soupçon de trafic. Voilà. Et une filière d'approvisionnement via l'Allemagne, etc. Donc c'est pas systématique, mais ça arrive quand même assez fréquemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Un athlète qui subirait des pressions autant pour moi. Un athlète qui subirait des pressions Oui. pour prendre des produits qu'il n'a pas envie de prendre. Oui. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil, comme marche à suivre dans ce contexte-là? Alors, tout dépend si ces pressions viennent de son entourage ou pas. Je suppose qu'elles viennent de son entourage ou de son entraîneur. Parce qu'il faut quand même être relativement proche pour... d'où qu'elles viennent, de toute façon, c'est le signaler. C'est le signaler. Vous avez un certain nombre d'instruments pour signaler ça. Il y a le numéro vert, mais je ne sais plus s'il existe encore. Je crois qu'il est il y avait un numéro vert de lutte contre le dopage, mais je crois que l'association qui le portait, qui était à Montpellier, a fait faillite. Donc je crois qu'il est plus ou moins suspendu. Il y a les antennes médicales de prévention du dopage, les AMPD, dans lesquelles vous avez un médecin qui est à votre disposition pour vous écouter en matière de dopage. Donc vous les trouvez généralement dans les directions régionales. Il y a le conseiller régional antidopage, qui est un fonctionnaire à la direction régionale. Là, dans un institut comme celui-là, vous avez des cadres aussi, auxquels vous pouvez vous adresser, évidemment. Voilà. Après, toute unité de police ou de gendarmerie recueillera votre plainte en cas de pression ou de menace. C'est de nature pénale, une pression ou une menace. Peut-être. Sûrement. Merci. Je vous en prie. Oui, bonsoir. Ludwig Wolf, professeur de sport. J'aurais 2 questions à vous poser, s'il vous plaît. Donc, la première question, vous ne l'avez pas évoquée, mais il y avait un partenariat qui existait entre l'OCLAESP et les entreprises du médicament. Oui. Donc, je voulais savoir si ça existait toujours, en quoi ça consistait. Et ma deuxième question, pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, au niveau du témoignage de sportifs repentis, comment vous assurez la sécurité de la personne qui pourrait témoigner, puisque vous faites le lien avec le crime organisé, donc je pense qu'il peut y avoir des conséquences qui sont loin d'être anodines pour le témoin. Voilà. Oui. Je vous remercie. Alors effectivement, on a un partenariat avec le syndicat des entreprises des médicaments qui s'appelle le LEM, qui regroupe toutes les entreprises françaises. Ce partenariat ne se fait pas forcément sur la thématique du dopage. Ça peut arriver à la marge, mais c'est plutôt sur le trafic de médicaments. C'est pour ça que je ne l'ai pas véritablement abordé ici. Mais on s'échange des informations avec l'industrie pharmaceutique. On a un rapport un peu schizophrénique avec l'industrie pharmaceutique. C'est que parfois on enquête sur l'industrie pharmaceutique. C'était le cas de Mediator. Et ça nous a amené à mettre en cause des cadres dirigeants de l'industrie pharmaceutique. Mais on échange aussi beaucoup de renseignements sur les trafics. Le trafic de médicaments en France est relativement restreint, parce qu'on a encore la chance, contrairement à un certain nombre de pays, d'avoir une chaîne du médicament qui est extrêmement sécurisée et très peu libéralisée. Donc, globalement, vous avez une chaîne du médicament qui est très 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 sécurisée du début à la fin. Vous avez les entreprises du médicament au sens large, les Big Pharma et puis les PME qui fabriquent du médicament en France, qui vont vendre leurs médicaments à des grossistes répartiteurs. Il y en a 7 ou 8 en France. Ils ne peuvent vendre qu'à ces grossistes répartiteurs ou à des hôpitaux. Les grossistes répartiteurs vont, eux, fournir le reste des hôpitaux et les 22 000 pharmacies françaises. Tout ce qui, normalement, n'est pas dans cette chaîne-là est un médicament qui peut être considéré d'origine douteuse ou falsifié. Pour le repenti, alors c'est un dispositif qui est extrêmement récent, puisqu'il date du Code mondial antidopage, donc 2015. À ma connaissance, il y a quelques premières tentatives qui ont été faites par l'Agence française de lutte contre le dopage, mais c'est une autorité administrative, l'Agence française de lutte contre le dopage. Donc tout ce qu'elle peut proposer, c'est une réduction de sanctions. Elle peut en aucun cas proposer une protection quelconque. Même en droit pénal, on a introduit en matière de criminalité organisée le statut de repenti en France très récemment. Ça concerne 1 ou 2 personnes par an. Donc il faut vraiment que le risque soit avéré, qu'on soit face à du très grand banditisme. Et il faut savoir qu'un repenti, ça coûte à l'État
entre 300 et 400 000 euros par an. Entre sa protection, sa fausse identité, les multiples changements d'adresse qu'il va falloir faire. C'est un coût énorme pour la société. Donc il y a très très peu de protection de témoins en France. Très très peu. Et puis encore une fois, on en est au balbutiement, vraiment au début. C'est souvent des médicaments qui sont tombés, enfin des molécules qui sont tombées dans le domaine public. Donc c'est difficile pour l'entreprise de revendiquer une quelconque paternité puisqu'elle n'a plus de droit sur ces molécules. En revanche, le partenariat avec les entreprises du médicament va nous servir d'indication. Par exemple, je discutais avec quelqu'un de Sanofi il n'y a pas très longtemps sur une enquête. Parce que je lui montrais des produits pour savoir si c'était vrai ou si c'était falsifié, donc ils nous ont aidés. Puis Sanofi par exemple a un laboratoire à Tours qui permet d'analyser en 24 heures toutes les molécules, donc c'est gratuitement, donc c'est plutôt intéressant pour nous. Et elle me disait que le clomide, qui est un médicament qui sert notamment à éviter la gynécomastie, le développement des seins que vous avez vu, c'est principalement commercialisé par Sanofi en France. Et plus de la moitié du clomide vendu en France est vendu en Seine-Saint-Denis. C'est pas tout à fait normal. Voilà. Et donc ça peut permettre d'orienter un certain nombre de contrôles à venir, soit par les autorités administratives, soit par nous. Voilà. Alors les seins, c'est pour les hommes. Pour les femmes, c'est le contraire. C'est-à-dire développement de la pilosité, calvitie, disparition des seins. Donc vous avez par exemple une culturiste française qui est célèbre, qu'on voit souvent, qui s'appelle Maryse Magnos, qui a été plusieurs fois championne de culturisme au niveau national et international. Elle a une perruque, elle a des faux seins, voilà, elle a une barre de 3 jours si elle ne se rase pas tous les jours. Voilà. Ça, c'est des effets concrets du dopage tel qu'il est pratiqué dans ce milieu-là. Après, alors c'est ce qui a beaucoup étonné les gens, c'est le dopage extrême. Ça, il l'a découvert en arrivant à l'office. C'est du dopage qui est plutôt à des fins esthétiques, enfin pour eux. C'est un peu comme la chirurgie esthétique extrême, vous savez. Donc il y a des gens qui, après être passés par le dopage, le dopage maximum, la prise intensive de stéroïdes, trouvent que c'est toujours pas suffisant. Et donc s'injectent en plus du synthol et même parfois du ciment dans les muscles, pour avoir un gonflement totalement artificiel, avec bien évidemment derrière des infections dramatiques, enfin des trucs hallucinants. Mais vous pouvez aller le voir, si vous tapez dopage synthol par exemple, vous trouverez des gens assez impressionnants. On a proposé à de multiples reprises aux différents ministres du sport aux secrétaires d'État au sport qui se sont succédés, un premier pas qui était la pénalisation de l'usage. Qui nous permettait de travailler directement en matière pénale sur quelqu'un qui aurait simplement consommé. Ce n'est actuellement pas la position qui est prise par les autorités publiques. On en a encore discuté il y a quelques mois avec messieurs Braillard et Caner qui sont venus visiter l'office. La position française est très ferme là-dessus. Pour eux, le sportif est considéré comme une victime dans les cas de dopage. Voilà. Donc l'effort des autorités judiciaires et donc de ces auxiliaires policiers doit se concentrer pour les autorités publiques sur les trafics. Maintenant, c'est un peu comme tous les trafics, à partir du moment où il y a une demande, il y a une offre. On aura beau lutter autant qu'on voudra, on ne réduira pas tout seul l'offre. Alors, après, ça pose pas mal d'autres questions, dans un sens comme dans l'autre. Il y a la possibilité de considérer que le sport, c'est plus du sport. On peut considérer que, ce qui est un peu le cas d'ailleurs, un peu aux États-Unis, même si c'est pas officiellement dit, c'est que les grandes ligues majeures, les grands sports, c'est plus du sport, c'est de l'entertainment, c'est du spectacle. C'est comme du catch. C'est comme un artiste de cirque. On ne va pas aller contrôler positif un catcheur. On sait très bien qu'il est positif, le catcheur. Mais c'est du spectacle. Et on peut considérer que le basket, le football américain, le baseball, c'est du spectacle. C'est plus du sport. Alors c'est une façon d'évacuer le problème, je suis d'accord avec vous. Mais c'est un sujet qui fait débat. Ensuite, dans l'autre sens,
le mouvement qui a été pris par le mouvement sportif depuis quelques années, alors que le mouvement sportif a totalement ignoré le dopage jusque dans les années 60 à peu près, 70. Première loi, c'est loi Herzog, 65. Jusque dans les années 60. Au début du siècle, c'est même carrément pas tabou, puisque le dopage se fait au vu et au su de tout le monde. Tout le monde sait qu'on se dope. C'est même vu plutôt comme quelque chose de positif, le progrès de la science, etc. La science au service de l'homme et de l'amélioration de ses performances. Et ça devient tabou à partir des années 60-70, avec un certain nombre de décès, etc. Enfin, quelques grands scandales. Donc, pour le mouvement sportif, ça n'a pas été un problème pendant très longtemps. Ça l'est devenu assez récemment dans l'histoire. Et ça a amené le mouvement sportif à durcir extrêmement ses positions. Et le Code mondial antidopage en est une illustration. À tel point qu'on se demande maintenant si ces mesures qui ont été prises par le Code mondial antidopage et par le mouvement sportif ne sont pas excessives. C'est une question qui est portée par un certain nombre de gens, des avocats et des gens de la société civile. Le fait qu'on demande à un sportif de haut niveau de se géolocaliser et s'inscrire sur la base Adams, et dire pendant 2 heures par jour, il pourra le trouver à tel endroit, H24, 365 jours par an. C'est une restriction assez importante à la liberté d'aller et venir. En droit pénal, si on le transpose au droit pénal, ça correspondrait à quelqu'un qui aurait un bracelet électronique, donc qui aurait été condamné pour des faits de nature pénale, à la prison ferme, et à qui on mettra un bracelet. Alors c'est volontairement choquant ce que je vous dis, mais globalement c'est ça. Le statut de repenti dont on parlait tout à l'heure, on va le proposer à un sportif. La seule personne à qui on le propose, la seule personne d'autre à qui on va le proposer, c'est quelqu'un qui va nous donner des informations sur le crime organisé. Le fait que maintenant, le Code mondial antidopage prévoit qu'on puisse faire des contrôles de nuit au domicile des sportifs. C'est quand même assez invasif aussi. Ça veut dire que moi, par exemple, en tant que gendarme, si j'identifie quelqu'un qui se rend coupable d'un meurtre, on va dire que c'est l'infraction la plus grave qu'on ait en France, le meurtre, l'assassinat, et ben entre 21h et 6h du matin, je ne peux pas aller chez lui. Je devrais attendre 6h du matin pour aller chez lui. Par contre, je pourrais rentrer au domicile d'un sportif. C'est un petit peu choquant quand même. En tout cas, c'est des questions qui posent débat en termes de liberté publique. Surtout si on le rapproche du nombre de cas positifs par rapport au nombre de contrôles effectués chaque année en France. Chaque année en France, à peu près 11 000 contrôles urinaires, entre 100 et 200 cas positifs. Donc, si on raisonne en termes de juristes, parce qu'on peut raisonner en termes de mouvement sportif, c'est dire, ouais, on en a chopé 1%, mais il y en a plein d'autres qui se dopent, mais on n'a pas réussi à les avoir. Parce qu'ils ont des produits qu'on n'arrive pas à détecter, ou parce que, voilà, pour tout un tas de raisons, parce qu'on n'a pas contrôlé au bon moment, etc. Mais si on raisonne en termes de juristes, et c'est un peu mon cas, si on a 1% de contrôle positif, ça veut dire qu'on a 99% de contrôle négatif. C'est relativement imparable comme déduction. Donc ça veut dire qu'on met en place des sanctions administratives et des contrôles administratifs qui sont extrêmement lourds pour une population qui, si on regarde uniquement les chiffres, est propre. 1% de brebis galeuses, 99% de... Si vous êtes contrôlé négatif, c'est que vous n'êtes pas dopé. Au moment où on vous a contrôlé. Vous ne pouvez pas prouver le contraire. Officiellement. En tout cas, vous pouvez nourrir des suspicions, mais matériellement, il n'y a rien. Il y a un contrôle négatif. Donc on a ça, c'est quelque chose qui fait vraiment débat dans la société. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de sportifs. Alors, ça ne va pas forcément servir mon argumentation ce soir, mais Gianni Longo et son compagnon ont déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme pour l'atteinte à la liberté de circulation et l'atteinte à la vie privée. Il y a un syndicat de sportifs, plusieurs syndicats de sportifs qui ont également déposé des plaintes devant la Cour européenne des droits de l'homme, des affaires qui sont actuellement pendantes, la Cour européenne n'a pas encore tranché, sur ces dispositions du Code mondial antidopage et sur les restrictions en termes de liberté publique qu'elles occasionnent. Donc tout ça, c'est aussi des choses qui peuvent nourrir le débat. Mais à terme, ça va vouloir dire que l'augmentation ou l'organisation des contrôles n'est pas une porte de sortie. Alors attention, il ne faut pas se méprendre sur mon discours. Non. Par exemple,
la consommation de cannabis en France, elle est officiellement réprimée. Maintenant, vous n'allez jamais aller en prison parce que vous êtes pris par un policier ou par un gendarme en train de fumer un joint. On est bien d'accord. Sauf si c'est au fin fond de la campagne et que vous n'avez vraiment pas de bol. Vous n'allez jamais aller en prison pour ça. Simplement, le fait de le pénaliser, c'est, au vu de la société, refuser que ce soit de la norme. C'est-à-dire la société le condamne en tant que tel. Elle dit voilà, le dopage, c'est pas bien, et je l'assortis de peine de prison pour la détention, pour l'acquisition, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on refuse, collectivement, en termes de société. C'est pas parce que notre action ne va pas mettre un terme au dopage, comme notre action policière depuis 30 ans ou 40 ans ne met pas un terme au trafic de stupéfiants, que pour autant il faut dire bon bah tant pis, on laisse tomber et on l'accepte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas ça. C'est important aussi que la société, même si elle n'arrive pas à lutter et à mettre un terme à cette atteinte à la société, doit pour autant renoncer. Donc Franck Chevalier, ancien DTN de l'athlétisme, petite parenthèse en ouverture, ne trouve que ceux qui cherchent. Exactement. Voilà. Exactement. Ce qui peut éclairer un peu différemment Tout à fait. les dossiers sensibles que certaines fédérations peuvent avoir. Oui. Par rapport à la suspension à vie, c'est effectivement un problème et une décision qui a été envisagée à un moment, sauf qu'on s'est rendu compte que d'une part, comme vous l'avez dit, 99% des contrôles sont négatifs, donc statistiquement, ça veut dire qu'il y en a énormément qui te passent à travers, et le dossier du meldonium avec les Russes vient de nous montrer que dès qu'on met en place des contrôles sur des médicaments qui n'étaient pas dans la liste jusque-là, eh ben on trouve un maximum de gens qui les utilisent. Ça veut donc dire que la plupart du temps, quand il y a un médicament qui apparaît sur une liste, les gens savent éviter les contrôles. Ça, c'est la première chose. Donc, statistiquement, la suspension à vie, elle concernerait très peu de monde, 1% des dossiers. Donc, ça ne touche pas vraiment. Et en plus, on s'est rendu compte que les gens, vu les enjeux financiers qu'il y avait derrière, étaient prêts à courir ce risque. C'est-à-dire envisager d'être suspendu à vie s'ils se faisaient choper, vu que ça met un certain temps à se faire choper. La plupart du temps, les gens à très haut niveau sont très bien encadrés et donc ils passent à travers les mailles du filet. Donc ça veut dire qu'ils étaient prêts à courir le risque. La seule solution, ça serait la financiarisation. Et là aujourd'hui, il y a un problème parce que pour les États-Unis, c'est impossible d'envisager une financiarisation des dossiers sur le dopage. Donc l'AMA écarte ça, enfin, ils ont de plus en plus de mal à l'écarter, mais clairement des peines financières lourdes sur les sportifs pris positifs régleraient le problème radicalement et très rapidement. Parce que là, pour le coup, ça engagerait non seulement le sportif, mais sa famille, enfin ses proches, puisqu'il sera obligé de le soutenir financièrement. Sauf que ça, pour l'instant, on a du mal à y aller, parce que juridiquement, c'est difficile à mettre en place. Alors, je voulais vous rejoindre sur le début de votre intervention et sur le fait qu'il n'y a que les fédérations qui cherchent qui finissent par trouver. Et c'est important de le dire publiquement. La Fédération française de l'athlétisme et l'I2AF sont, en tout cas pour ce qui nous concerne, des fédérations qui collaborent activement. Vraiment. Si on fait Bertrand Moulinet, c'est suite à une dénonciation de la Fédération française de l'athlétisme. Trabi, pareil. Quentin Bigot, c'est la FLD. Mais voilà, il y a une collaboration active de ces fédérations. Et effectivement, celles qui sont le plus actives ont statistiquement plus de chances d'avoir des cas que celles qui ne cherchent pas à en avoir. Ça c'est évident. Maintenant, sur les sanctions, ouais, moi je suis partagé, effectivement. Je ne suis pas sûr que la sanction à vie, ça change grand-chose. Il y avait un sondage qui a été fait sur une centaine d'athlètes. Alors je ne sais plus si c'était après des JO, après des championnats du monde d'athlétisme, où ils avaient interrogé de façon anonyme quasiment tous les athlètes ayant participé à ces compétitions. Et on leur posait la question, est-ce que vous seriez prêts à vous doper au risque de mourir dans les 10 ans à venir pour avoir une médaille ? C'était des universitaires américains et la majorité disait oui, j'en suis tout à fait prêt. Le culturisme, c'est typique de ça. Les culturistes, ils gagnent rien en faisant du culturisme, absolument rien, même pas de médaille. Vous voyez, et pourtant, c'est eux qui prennent le plus de risques, et qui consomment à haute dose des produits extrêmement dangereux. Donc, c'est pas forcément lié à cette volonté de gagner de l'argent ou de gagner quelque chose. C'est l'envie d'exister, c'est le besoin de se sentir bien, de se sentir fort, de se sentir plus fort que les autres. On est dans une société du paraître où c'est important d'être, où la performance est toujours valorisée.
et ça peut être tentant de franchir le pas pour justement être valorisé encore plus. Il y a très peu de temps, un de nos étudiants a postulé sur un emploi dans votre office. Nous, on n'avait pas imaginé que des étudiants de master ou diplômés puissent effectivement trouver de l'emploi dans ce secteur. Est-ce que dans les années qui viennent, vous pensez que c'est un lieu où effectivement des étudiants qu'on peut former ici, donc qui sont à la pointe un peu de ce qui se fait en matière de sport de haut niveau? Donc est-ce que des étudiants pourraient trouver de l'emploi ou est-ce que ces emplois sont plutôt réservés aux forces de police ou de gendarmerie? Alors c'est tout à fait une possibilité. Alors, il y a la possibilité effectivement de rejoindre l'office en tant que conseiller sport, comme l'a fait Jean. Ça c'est toujours une opportunité. Par ailleurs, un certain nombre de nos enquêteurs sont passés par la case police et gendarmerie, ils ont passé le concours police et passé le concours gendarmerie, et on les a repérés en fonction aussi de leur connaissance du milieu sportif, de leur connaissance des produits, de leur connaissance du dopage, et c'est pour ça qu'on les a fait venir. Par exemple, on a fait venir un jeune policier il n'y a pas très longtemps qui a intégré le groupe dopage, qui était un judoka de bon niveau, et qui donc en tant que sportif était intéressé par cette question du dopage. Et le fait qu'il ait été un ancien sportif d'un certain niveau a clairement pesé dans son recrutement au sein de l'office. Voilà. Donc c'est une possibilité. Après, au sein de la police et de la gendarmerie, il y a beaucoup d'emplois qui sont liés au sport. Alors que ce soit tous ceux auxquels on pense qui sont les unités d'intervention, dans lesquelles on retrouve quasiment que des sportifs d'un certain niveau, parce que la sélection est extrêmement rude. Mais on a aussi toute la partie entraîneur sportif qu'on a à peu près partout sur le territoire.